Mais BMW, enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter de mettre 15 ans d'avance à la concurrence en termes de technologie. Hein. Faut s'arrêter. Je vous en supplie, hein, ne posez pas vos mains sur ce châssis, vous allez vous couper tellement il est affûté. Regardez-moi ça. Ah ouais. Ce moteur, ça tire. Bonjour tout le monde, et oui, aujourd'hui j'arrive par la gauche et non pas par la droite. Alors je sais, je n'ai pas ma veste de moto, c'est tout simple, il fait beaucoup trop beau et beaucoup trop chaud, et l'occasion ne se prêtait que trop bien de pouvoir montrer mon magnifique t-shirt Ryu, parce que je suis un grand fan de la série de jeux vidéo Street Fighter, et qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, nous allons être à quelques jours de la sortie de Street Fighter 6, voilà, c'est le festival des grands jeux de combat. Bref, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour l'essai d'une petite machine un petit peu énervée comme ça. Hein. On est face à la nouvelle BMW S1000RR de 4e génération. Et oui, en effet, l'hyper sportive allemande se voit maintenant dans sa 4e version. Elle a 14 ans, cette moto. Hein. C'est un bel adolescent. Et j'ai un petit remerciement spécial à faire, car ce n'est pas une concession qui nous a prêté cette moto. Non. Cette machine nous a été gracieusement prêtée par BMW France, les amis. Et oui, le deuxième partenariat avec une marque, avec un constructeur. Je suis ravi et je les remercie infiniment de nous avoir fait confiance, de nous avoir fait l'amitié de nous prêter cette machine pendant une semaine entière. C'est des conditions d'essai qui sont quand même royales, donc vraiment, eh bien, un grand merci à eux. Je ne vais pas vous envoyer au siège de BMW France, d'autant que la sécurité est un petit peu serrée. Non, allez plutôt sur le site BMW Motorrad et vous allez y trouver, eh bien, la concession la plus proche de chez vous. Oh, en termes de gamme, BMW, ça fait tout, hein. Que vous vouliez une jolie petite G310 parce que vous êtes en permis A2 et que vous voulez quelque chose de chouette, une énorme R18 parce que vous adorez les customs type Harley Davidson, ou encore des grosses routières type K1600 GT qui mêlent à la fois le côté un petit peu sportif à une énorme dose de confort, ou bien le Graal de la sportivité, vous trouverez forcément chaussures à votre pied. Allez-y, je compte sur vous. Abonnez-vous à cette chaîne aussi, hein. Je vais le dire comme ça maintenant en début de vidéo, c'est extrêmement important pour soutenir le développement de la Roadsters TV. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos. Je compte sur vous pour être nombreuses et nombreux aussi à vous abonner. C'est un petit morceau là qu'on a aujourd'hui, c'est un petit morceau. Bon, il y a quelques petits trucs à dire sur la S1000RR avant de rentrer dans le tour statique. Je vais pas non plus m'étendre pendant 150 ans. Cette moto est apparue en 2009, hein, la toute première BMW S1000RR, comme une sorte de coup de pied comme ça à la hiérarchie des hyper sportives, jusque-là plutôt largement dominé par les japonais, hein, faut quand même être assez honnête. Ducati faisait bien évidemment des sportives incroyables, mais en termes de puissance, c'était plutôt du côté du pays du soleil levant qu'il fallait se tourner, et la S1000RR a définitivement entériné une nouvelle ère avec ses 193 chevaux qui souvent n'étaient pas les vrais chevaux sortis au banc, hein, c'était plus, alors qu'en règle générale c'est plutôt l'inverse. Surtout la façon comme ils étaient délivrés, l'agressivité de ce 4 cylindres en ligne était à nul autre pareil dans l'industrie, avec une sorte de petit grognement métallique qui était tout à fait caractéristique de BMW. Bref, une fois que la S1000RR est arrivée dans l'industrie, elle y était pour de bon. On a eu une petite série d'évolutions avec notamment un modèle HP4 qui introduisait pour la première fois au monde sur une sportive des suspensions semi-actives, hein, le fameux DDC qu'on a vu arriver en 2014 sur la S1000R, hein, la cousine roadster de la RR. Et puis 2015 arrive un premier petit compromis comme ça que BMW font, parce que le problème des sportives, c'est que c'est pas confortable. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous avez déjà conduit une hyper sportive, c'est pas forcément les motos les plus confortables au monde, hein. Souvent les aspects pratiques sont un peu négligés comme ça, et puis bon, l'important c'est de casser des culs sur circuit. Là, ils se sont dit, on va quand même faire un truc qui soit mi-figue, mi-raisin, mi-chocolat, mi-fromage fondu, vous voyez. Et du coup, la S1000RR de 2e génération intégrait un régulateur de vitesse, des poignées chauffantes, une selle plutôt rembourrée. Je l'avais essayé cette moto, hein, juste là, et je dois bien avouer que c'était une machine qui était vivable. La S1000RR de 2e génération, elle était vivable. Alors, malheureusement, les performances, l'efficacité sur circuit ne suivaient pas forcément face à une concurrence qui était bien affûtée, hein, avec la RSV4 notamment en tête, et du coup, arrive quelques années plus tard la S1000RR de 3e génération, qui elle devient quand même un peu plus radicale, et finalement aujourd'hui, en 2023, BMW passe le cap du dessus, avec la version ultime, la plus récente de la S1000RR, dans laquelle nous allons faire un
petit tour statique comme ça pour voir un petit peu ce qu'il y a à dire. Alors, il faut bien évidemment commencer par le look de la machine et j'ai des choses à vous dire. Bien évidemment, c'est une belle moto. La S1000RR, c'est une moto qui est belle à regarder. Vraiment, il y a de l'agressivité qui s'en dégage, il y a un côté très fluide dans les lignes, mais aussi avec une certaine forme de côté très acéré. On a du carbone de partout parce que cette moto que BMW France m'a prêtée, elle est équipée de la tête aux pieds. Ils ont fait une config qui est full option. Donc on a le pack M avec les roues en carbone, du carbone un petit peu partout, hein, le pack carbone. Là, ici, c'est magnifique. Vraiment, la moto à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Moi, là où j'ai un petit problème avec la S1000RR de nouvelle génération, celle depuis 2019, c'est que en fait, ils ont abandonné la symétrie du regard. Et je vous avoue que moi, ça me fait un peu de la peine. Je trouve que comme ça, présentée comme elle est, la S1000RR de nouvelle génération fait assez japonaise dans l'âme, je trouve. Je trouve qu'elle fait un petit peu plus consensuelle, un petit peu plus... C'est un look qu'on aurait l'habitude de voir comme ça sur une moto japonaise. Bon, c'est pas forcément dérangeant hein, pour la plupart des gens et ça reste une belle moto. Moi, j'aurais quand même bien aimé quelque chose d'un petit peu plus affirmé comme il l'avait fait avant. Les étriers bleus comme ça, c'est magnifique. Ça change un petit peu des étriers noirs ou rouges un peu Brembo. Je trouve ça super joli. On a l'échappement à Krapovic qui vient du pack sport. La selle est magnifique avec le petit surpiquage M ici. C'est juste magnifique. Mais voilà, j'aurais peut-être aimé que... il y ait un petit peu plus de folie au niveau du caractère et de la ligne, on va dire. Ça, c'est vraiment une considération qui m'est extrêmement personnelle, mais je voulais vous la partager. Bon, maintenant, il est temps de parler de ce petit brouilleur là, ce moteur. Et oui, bah oui, parce que ça nous intéresse beaucoup sur une hyper sportive, forcément. Donc, on a ici une recette qui est un petit peu classique, puisqu'on a un 4 cylindres en ligne de 999 cm3, un règlement de compétition oblige, machin, qui sort, accrochez-vous bien quand même, de 110 chevaux et 113 Nm. Ce qui en fait paradoxalement l'une des motos les plus puissantes de la planète, hein, parce que 210 chevaux, autant vous dire que ça hydrate, quoi. C'est vraiment, on se sent bien, quoi. Le matin, on se lève, on est cool. Mais d'un autre côté, ce n'est pas du tout la plus puissante des hypersports. On en parlera un petit peu plus tard dans la concurrence, mais elle est devancée, entre autres, par la RSV4, la Panigale, la ZX10R, la Honda CBR 1000RR Fireblade. Donc, c'est pas forcément la moto qui va délivrer sur le papier, comme ça, sur les chiffres, le plus de chevaux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la culasse et la géométrie sont reprises de la M1000RR, qui est la version ultra ultime de la sportive de BMW. Donc c'est l'équivalent de la M1000R, mais en version sport. Et c'est une machine qui, par exemple, dans l'un des comparos de moto et motard sur circuit, vous savez, tous les ans, quasiment, ils font des grands comparos hyper sportifs. La M1000RR avait totalement gagné, mais haut la main, le comparatif. Et donc, elle a aussi une autre technologie qui est chouette, c'est le Shift Cam. Le Shift Cam, j'ai un d'entre vous qui m'avait parlé du VTEC Honda, une analogie avec le VTEC Honda. C'est un peu ce principe-là. C'est un profil variable, c'est un profil de cam en fait, qui quand il va être à bas régime, va plutôt utiliser des cams avec un profil qui vont favoriser le couple, et à haut régime, on va changer le profil de cam pour avoir en fait des cams plus adaptés à de la puissance. C'est censé donner à cette moto des accélérations plus foudroyantes qu'un 4 cylindres en ligne classique comme celui de la ZX10R ou de la Honda CBR 1000RR. On verra si c'est le cas dans le tour dynamique, je ne vais pas vous gâcher la réponse tout de suite, et je veux vos commentaires, je veux vos avis sur le look de la machine, mais aussi sur le moteur. Quelle est votre solution à vous, votre architecture préférée? S'il y a le club des 4 en ligne, le club des V4, le club des... Il n'y a que ça aujourd'hui dans le marché, mais bon, vous me direz, je suis curieux. Alors, parlons un petit peu du châssis maintenant. On est aussi sur cette machine sur une solution un petit peu classique, c'est du double longeron en aluminium dit flex frame, c'est le terme qu'ils lui donnent chez BMW. Les ingénieurs lui ont rajouté quelques entailles ouvertures pour lui donner un petit peu plus de souplesse latérale par rapport à la version juste avant. Je gage que l'agilité de cette moto va être phénoménale et que véritablement ça va être une bête de piste et qu'on n'en trouvera jamais les limites sur la route. On a notamment un ajustement en fait du bras oscillant et de certains éléments qui sont un peu dérivés de la M1000RR pour en fait ajuster la géométrie de la moto quand vous êtes sur piste. C'est de la folie, c'est des motos qui aujourd'hui sont vraiment pensées pour être le plus efficace possible sur circuit. En termes de poids, on est sur une machine extrêmement légère. Il y a eu une époque où les S1000RR c'était des motos qui étaient quand même un peu lourdes par rapport à la concurrence. Là on est à 197 kg en ordre de marche et avec le pack M, donc avec les roues en carbone, on passe à 193,5 kg, ce qui en fait une des plus légères de sa catégorie. Et il faut savoir que du coup, ces jantes en carbone, bien évidemment, elles vont énormément aider à l'agilité parce que c'est des masses non suspendues, c'est-à-dire en fait du poids qui est juste après l'amortissement. Et ça, ça participe à une agilité folle sur la moto. J'ai hâte de vous montrer en dynamique ce que ça va donner, mais ça reste quand même quelque chose de complètement fou. Au niveau du réservoir, on est à 16,5 litres, ce qui est dans la moyenne des
hyper sportive, on est souvent sur ces poids-là. On annonce une consommation de 7 litres au 100, c'est ce que j'ai constaté, hein, vraiment, c'est la consommation entre 7 et 7 litres 5 au 100. C'est une machine qui prend beaucoup de tours, donc quand vous roulez un petit peu dans des conditions standards, vous allez être finalement là-dedans parce que vous n'allez pas beaucoup taper dans la machine. Voilà, ça vous donne une autonomie de environ 200-220 km. Pour une hyper sportive, je peux pas vraiment demander beaucoup plus. Et en termes de partie cycle et de freinage, là on a des choses à se dire parce que on a une fourche Marzocchi de 45 mm, hein, donc on part pas sur du Öhlins étonnamment, mais c'est un choix que BMW a fait de tout temps, avec du coup en option le système DDC, suspension semi-active, et ça pour le coup c'est une option que vous allez devoir rajouter, mais qui va permettre bien du coup de faire jeu égal avec les sportives équipées justement de Öhlins Nix 30 avec le Smart EC 2.0, c'est leur équivalent chez BMW. Le freinage pareil n'est pas confié à Brembo, hein, vous voyez on a des étriers bleus qui sont magnifiques, hein, ils sont super jolis, siglés M, et ça c'est des mâchoires d'un constructeur qui s'appelle Hayes, c'est un fabricant de freins américain, c'est un choix qu'ils ont fait. Alors je sais qu'il y a eu certaines machines hein, chez BMW qui ont eu du Brembo, hein, la S 1000R que moi je possédais de 2014 était en Brembo. Pourquoi être parti là-dessus? Je ne sais pas, j'ai entendu dire que c'était un peu moins endurant que Brembo hein, sur des freinages un peu appuyés, on verra ce que ça donne. Bien évidemment les petites durites aviation, ça c'est magnifique, il n'y a aucun souci. Et petite position de conduite parce que là il y a vraiment des petites curiosités. Alors déjà la selle, c'est une selle M, c'est pas la selle d'origine, elle vient avec le pack M, et en fait elle est dure, mais en même temps elle est un peu confort. C'est-à-dire que j'ai roulé un petit peu avec la machine, j'ai pas trouvé que c'était insupportable. Maintenant, on va faire un petit peu le tour périphérique comme ça de l'ensemble. Donc bien évidemment pour aller chercher la position d'une hyper sport, je dois me mettre en avant. Ça c'est une obligation, et forcément c'est une position qui est radicale, qui est même bien plus radicale que celle de la BMW S 1000R de deuxième génération qui ménageait un peu son pilote. Et du coup, lorsque je vais relever, on va avoir des jambes qui vont être extrêmement relevées. Mais pour être tout à fait honnête et franc avec vous, cette position est à mon sens moins agressive que celle d'une Panigale, d'une RSV4 ou d'une Honda CBR 1000RR. On le verra lors du tour dynamique, mais j'ai l'impression quand même que cette moto est moins difficile à vivre, même au niveau de la pliure des genoux, que ses autres concurrentes. Et du coup, en termes de hauteur de selle, on va être à quelque chose comme 825-835 mm. Vous avez l'information à l'écran, et mes jambes sont quand même relativement bien dépliées. Donc attention, moto qui n'est pas forcément pour les petits, même si avec quelques options chez BMW, en règle générale, on a toujours moyen de rabaisser un petit peu la selle et de trouver un peu chaussure à son pied. Je vais pas m'étendre 150 ans sur la position de conduite, ça doit être un truc qui est parfait pour l'attaque pure, un peu moins pour la vie quotidienne, même si c'est bien mieux que les autres dans la catégorie. Je finis sur la partie cycle, châssis, machin, pour vous citer deux choses. Quand on prend les options, on a la batterie lithium M qui est allégée, donc ça c'est très chouette, et la chaîne M Endurance qui ne demande pas d'entretien. Ça c'est quand même très plaisant, à mon sens. C'est vraiment, j'ai pas encore eu de BMW avec cet équipement là, mais je pense que ça doit être super chouette au quotidien de se dire j'ai pas agressé ma chaîne, c'est tranquille. Bien évidemment c'est l'heure de la technologie, et non je peux pas, il me faut mes notes parce que sinon je vais souffrir. Donc sur cette machine on n'a pas de keyless, étonnant, technologie aussi poussée chez BMW. J'ai discuté avec quelqu'un de chez BMW France, on s'était posé un petit peu la question comme ça, et je pense qu'à mon avis la raison pour laquelle il n'y a pas de keyless sur aucune hyper sportive de la production, c'est qu'en fait un transpondeur dans une combarde en cuir, c'est pas agréable. Et comme ces machines là sont pensées pour aller sur le circuit, c'est peut-être la raison pour laquelle même un constructeur comme BMW, qui est quand même à l'avant-front de la techno, a décidé de garder sa clé. Alors ils auraient pu le mettre en option si on n'emmène pas sa S1000RR sur circuit, mais ça peut être un début de réponse. Ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a bien évidemment un écran connectivity qui est... Bon, cet écran, vous le savez, c'est le plus futuriste de la production. Pas le plus beau à mon sens, mais c'est une opinion personnelle. Je pense que chez Triumph, on fait des trucs qui sont un peu plus jolis à l'œil. Mais par contre, en termes de technologie, les amis, cachez-vous, cachez les femmes, les enfants, tout le monde, parce que on est sur quelque chose qui est monstrueux. Vraiment, c'est un tableau de bord de voiture, ce truc-là. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire comme quoi c'était le même tableau de bord que celui de la BMW série 1 ou qui s'en apparentait. Ça m'étonne pas du tout. Vous avez des informations à tout va. Vous avez un affichage sport qui est super chouette. Moi, mon préféré, c'est vraiment le troisième, celui qui va vous permettre d'afficher l'angle d'inclinaison. J'adore ce petit gadget. Et alors, en termes de technologie, alors ce que je vais vous dire, ça concerne options et pas options mélangées, parce que sinon, on s'en sort pas. On a 7 modes de conduite, comme la M1000R. Donc, on va avoir les 4 modes principaux plus les modes Race Pro qui sont entièrement paramétrables. Un quick shifter up and down, ça, il n'y a aucun problème, ça marche très bien. Le contrôle de traction. On va avoir un contrôle de glisse, donc qui va vraiment permettre de contrôler et de juguler la glisse du
pneu arrière, donc ça c'est vraiment super cool. On va avoir un brake slide assist, c'est-à-dire en fait une assistance du glissage mais localisée au niveau du frein. Donc c'est-à-dire que ça va vous permettre aussi un petit peu de doser et d'ajuster le freinage en fonction du niveau de glisse. On part très très loin. D'ailleurs la S1000RR est je crois la première hyper sportive au monde dotée d'un capteur d'angle de braquage. Il y avait une petite pièce là que je vais vous montrer dans les images où en fait je comprenais pas ce que c'était. Et ben c'est un capteur d'angle de braquage qui permet lui aussi de faire influer toutes les diverses assistances électroniques. On a de l'ABS Pro, un wheeling control, une assistance au démarrage en côte sur une hyper sport, quand même BMW pense au quotidien des motards, une aide au freinage d'urgence, le pit lane limiter pour, vous savez, limiter la vitesse dans les lanes de circuit, le launch control, et on a dans les petits aspects un peu pratiques, poignée chauffante, régulateur de vitesse, l'appel d'urgence e-call, ça c'est super cool, c'est le truc qui vous permet de faire un appel d'urgence si vous avez un problème et qui s'active tout seul. J'en avais parlé une fois. En termes de technologie, la S1000R ne rougit face à personne et en fait elle met même une gigantesque claque à tout ce qui bouge, c'est phénoménal. Bon, c'était long mais on va arriver à la conclusion. En termes de prix, cette moto vaut un peu au-dessus de 20 000 € sans aucune option. Vous savez, chez BMW, souvent il faut rajouter quand même quelques options pour avoir une machine qui nous corresponde et soit vraiment au même niveau de marché que les autres. Mais à 20 000 €, le rapport qualité-prix il est fantastique parce que vous avez déjà le freinage, vous avez le châssis qui est complètement fou, vous avez le moteur qui est monstrueux et vous avez déjà une bonne dose de techno. Donc franchement, c'est une machine qui en termes de rapport qualité-prix est vraiment violente. On va démarrer le moteur, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Et j'envoie. Ah là 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 là. Comme je vous le disais, BMW, ils ont toujours su faire un son de 4 cylindres en ligne qui est très caractéristique, assez métallique à l'oreille et ça sonne extrêmement bien. Enfin, moi personnellement qui suis pas fan des 4 cylindres en ligne, j'aime bien la hargne qui se dégage de ce moteur-là. On va tourner la poignée un petit peu, juste histoire de voir. Elle est froide. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que comme les voitures BMW, elle a en fait la jauge rouge qui vous limite le régime moteur tant que le moteur n'est pas chaud. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Ça c'est 4000 tours minute, franchement c'est impressionnant. On va monter dessus, on va voir ce que cette bête donne sur le tour dynamique, je vous y retrouve tout de suite. Allez, on est titi, on est papard, on est tipard pour le tour dynamique de cette petite BMW S1000RR de 4e génération. Qu'est-ce que je suis content de pouvoir conduire ce petit missile balistique. Alors bien évidemment, on sait que une hypersport, les aspects pratiques, c'est un petit peu, on va dire, anecdotique, mais pas chez BMW. Depuis toujours, le teuton, le constructeur allemand, a toujours mis un point d'honneur à rendre ces machines, un petit peu plus vivable que la concurrence, on va dire, et je dois bien vous dire que c'est exactement ce qu'on ressent sur cette moto-là, que ce soit en termes de position de conduite, de maniabilité, c'est très radical, c'est bien plus radical que les anciennes S1000RR de 2e génération, celles que j'avais essayées, que vous pouvez retrouver juste ici, mais néanmoins, ça reste quand même plus à l'avenant que beaucoup de concurrents. Et je pense notamment à notre ami la Ducati Panigale, qui est une vraie purge au quotidien. Là, cette moto, je vous avoue que je la vis mieux. C'est pas forcément la machine qui va vous plaire le plus dans l'interfile ou quand vous faites beaucoup de villes, mais néanmoins, ça se vit bien mieux. Et ce, notamment grâce à une chose que normalement j'aborde un petit peu plus tard normalement dans mes tours dynamiques, c'est la chauffe. Cette machine, elle chauffe un peu comme n'importe quel hypersport, le carénage, tout ça, et c'est pas la considération première de ne pas chauffer sur une hypersport, mais néanmoins, ça chauffe déjà beaucoup moins qu'une Panigale et ça chauffe à des endroits qui sont un petit peu stratégiques. Parce que la machine en fait va beaucoup plus chauffer au niveau des chevilles, la fameuse cheville gauche, qu'une Panigale qui chauffe au niveau des fesses, au niveau des cuisses, et ça c'est vraiment beaucoup plus désagréable. C'est une machine avec laquelle vous vivez dans la chaleur, la Panigale, celle-ci, bon, quand vous êtes à l'arrêt ou que vous roulez à basse vitesse en ville pendant un certain temps, elle va se mettre à ventiler, mais au-delà de ça, c'est très vivable. Ensuite, la deuxième chose qui est extrêmement frappante, comme ça nous fait un peu mal quand on monte sur une S1000RR, c'est le côté impressionnant de la technologie de cette machine. On n'est pas effrayé, enfin tout du moins, moi je suis pas effrayé avec l'habitude que j'ai de conduire des motos comme ça un peu surpuissantes. Je m'effraie plus à bord d'un roadster plein de couple que d'une machine comme ça, mais c'est surtout le côté impressionnant, futuriste de la moto. Mais BMW, il y a un moment donné, il faut arrêter de mettre 15 ans d'avance à la concurrence en termes de technologie. Faut s'arrêter. Cette machine, alors c'est lié à deux choses. C'est lié à l'écran
L'écran connectivity, c'est extraordinaire. Là, regardez-moi ça, regardez-moi cette dalle. J'ai l'impression d'être à bord d'un vaisseau spatial. C'est phénoménal à quel point c'est lisible, c'est clair, et puis surtout, c'est bardé d'informations. Vous avez vu tout à l'heure dans le tour statique, je vous ai montré qu'on peut naviguer. La fluidité de cet écran, c'est quelque chose qui, moi, me fascine. Vous savez, moi, je suis quelqu'un d'assez geek, et dans la techno, il y a une chose qui donne toujours cette sensation de modernité, de quelque chose de très premium, c'est la fluidité des animations d'un écran. Et là, vous l'avez, c'est vraiment incroyable, et je trouve ça super top. Et en plus de ça, on a aussi ces Komodo qui font un petit peu, effectivement, acnéique, parce qu'il y en a beaucoup, mais en dehors de ça, en dehors de leur côté très nombreux, ils font aussi très moderne, très premium, c'est extrêmement agréable à manipuler une fois qu'on s'y habitue, parce qu'au début, la petite roue là, les boutons, il faut un petit peu s'y faire, mais quand vous avez compris le truc, ça se manie extrêmement bien, et après, vous êtes vraiment à bord de votre petit vaisseau spatial. Je sais pas si on l'entend ici, mais sur le Race Pro, vous avez les petits retours à l'échappement, mais c'est moins prononcé que sur la M1000R de Nicolas, parce que là il y a l'échappement à Krapovic, mais c'est le long. Alors que Nico, il avait installé le court qui faisait vraiment un petit bruit sympa. Là j'essaye de vous le faire, mais ça s'entend pas autant. Je teste un nouveau parcours pour vous aujourd'hui, les amis. On va du côté de Bièvre. Et donc, effectivement, en plus de ça, le bouton warning, vous savez, c'est le quart d'heure warning de Rodolfo. Et il est super bien placé. Vraiment, il suffit juste d'étendre son pouce. Et au bout d'un moment, vous n'avez même plus besoin de voir où il est. Vous le sentez instinctivement. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime bien pouvoir me dire, ah, attention, il y a une petite urgence. Là, je suis obligé de mettre mes warnings assez vite. Et je peux le faire. Ici, normalement, on va avoir un petit peu de monde sur la route. Donc, je vais pas pouvoir vous montrer tout de suite le moteur de la machine en action. Vous voyez, là, si je suis obligé de faire un petit peu de la remontée de fil avec les warnings allumés, ça se fait plutôt bien, quand bien même la position est un peu contraignante, c'est sûr, mais ça se fait vraiment mieux que sur une autre Hypersport, à mon sens. Je vais peut-être déjà pouvoir vous donner un petit aperçu de ce que donne le moteur, ce 4 cylindres en ligne de 210 chevaux avec la Techno Shift Cam. C'est assez violent, je vous le cache pas. Ça avoine très vite, très rapidement. Des amis motards qui sont présents avec une jolie Honda CBR 600R, si je crois bien. Regardez-moi ça. C'est très sympa. Et franchement, c'est assez hargneux dès le bas régime. Le Shift Cam aide beaucoup à ça. Je pense que par rapport à la M1000R, ça tire pas aussi court, bien évidemment, parce qu'on est sur une Hypersport et pas sur le Roadster. Donc on a cette vocation à aller chercher un petit peu plus loin dans les tours. Mais néanmoins, ça fait quand même déjà extrêmement plaisir. Et dans les 4 cylindres en ligne, c'est peut-être mon préféré dans les Hypersports, parce que les autres vont peut-être avoir une vocation un petit peu plus creuse. Alors attention, bémol, le bémol, la chanson du bémol. Je voudrais quand même essayer une R1 un jour. Malheureusement, Yamaha France ne les prête pas et elles sont hyper difficiles à trouver. Si vous en avez une, contactez-moi, parce que la R1 avec son calage crossplane qui vit un peu comme un V4, je suis très curieux de voir ce que ça donne. Mais néanmoins sur cette S1000RR, oh là là, quel panard. Et donc là, on va arriver à Bièvre, les amis. Donc je vais pouvoir vous parler un petit peu du reste des aspects pratiques. Donc je vous l'ai dit, la maniabilité sur cette machine est très bonne. Le poids, bon, on est en dessous des 200 kg, donc forcément ça se fait oublier, c'est extrêmement agréable. Toutes les Hypersports donnent un peu cette sensation là, mais celle-ci ne donne pas la rigidité par exemple de la F4. La F4, la MV Agusta me donnait un côté très rigide et un peu chiant à manipuler en ville. Là ça se vit très bien, on sent ce côté moderne, c'est vraiment très chouette. Les rétroviseurs sont très bons, ils sont pas forcément super jolis, j'en ai parlé dans le tour statique, ils sont pas forcément extrêmement slick looking, vous voyez, j'utilise des termes un peu anglais comme ça, mais par contre ils font un office qui est extraordinaire, ça vibre pas, ça donne une belle visibilité, donc moi j'en suis très content à ce niveau là. Là vous voyez, on est en ville et la moto chauffe pas exagérément. Ah, les petits retours, ça reste tout à fait gérable, c'est extrêmement agréable, il y a rien de chiant là-dessus, même si c'est une Hypersport, et donc on sait forcément qu'on va pas passer le moment le plus marrant de notre histoire, mais au-delà de ça, si vous y êtes prêts, ça se fait très bien. Conduite passager, j'ai fait un tout petit tour avec Mathilde qui m'a dit que bon, c'était une torture, mais c'était une torture légère, c'est une Hypersport, il faut pas penser emmener quelqu'un avec vous facilement, on connaît l'histoire. Bon, maintenant on est sur un petit peu de route un petit peu plus ouverte et surtout un petit peu plus sinueuse, donc parlons sensation, parce qu'on est quand même sur un moteur qui est sacrément chouette, et surtout sur un châssis, mais ce châssis, je vous en supplie, ne posez pas vos mains sur ce châssis, vous allez vous couper tellement il est affûté, regardez-moi ça. Oh là là,
Ça penche, ça penche, ça penche vite. Là j'ai pris 29 degrés. 29 degrés, il fait chaud madame. Bon c'est rien 29 degrés, hein, vous allez me dire bien sûr. Mais c'est déjà un peu révélateur de la façon comme la machine eh bien, vous facilite la vie. C'est une hyper sport de 210 chevaux, c'est une des motos les plus terrifiantes de la planète. Et pourtant... Ah ouais. Ce moteur, ça tire. Et puis plus on avance, plus c'est hargneux, bien évidemment. Fais attention quand même ici parce qu'il y a une tête sortie de véhicule. Enfin, on a envie de taper dedans, hein. Le shifter, il est très bon. Freinage, j'ai personne derrière moi. Oh mon dieu, c'est terrifiant. Ah ouais, le freinage, j'y rigole zéro, hein. Encore un petit coup. Ah ouais, c'est dosable, c'est progressif. Là, j'ai pas forcément de Brembo Stilema sous la main depuis quelques jours pour pouvoir comparer, mais je pense que ça se vaut un peu. Peut-être que ça manque un petit peu d'endurance sur le long terme. C'est ce que j'avais lu hein, sur les mâchoires Hayes par rapport à du Brembo. Mais au-delà de ça, la suspension fait un super bon travail. Franchement, c'est un bijou. Franchement, j'ai envie de dire que peut-être de toutes les hypersports que j'ai essayé jusqu'à ce jour, en dehors de la S1000RR 2017, mais si on parle vraiment des récentes, cette moto, cette S1000RR, c'est peut-être pour moi la sportive la plus facile à vivre, celle que vous vous dites, bah je peux acheter ça et je peux rouler ça au quotidien et je peux l'emmener sur circuit, bien évidemment c'est fait pour. C'est vraiment super cool comme moto. Et écoutez, voilà, hein, j'ai pas grand autre chose à dire, hein. C'est une machine qui est fantastique, le châssis est incroyable, le moteur est formidable, le freinage marche du feu de Dieu, bon bref, il n'y a que du bon. J'arrive sur un rond-point et je vais en profiter pour vous laisser sur la partie, eh bien concurrence, c'est parti. On dit des fois que les Allemands sont un peu sérieux et qu'ils savent pas faire la fête. Moi, je suis pas d'accord. Ils savent s'amuser, ces gens-là. Cette moto est quand même assez incroyable. Bon, bien évidemment, il y a beaucoup de choses à en dire et j'y viendrai dans la conclusion, ne vous en faites pas. Mais on va commencer par la concurrence. C'est normal, on connaît le format maintenant. Alors, vous vous en doutez. Là, on va parler d'hypersportivité. L'hypersportivité, c'est la catégorie dans laquelle tous les constructeurs qui s'y lancent, le KTM, ils viennent plus aux soirées, on ne sait pas pourquoi, mettre le maximum de moyens. C'est-à-dire qu'il va y avoir très peu d'erreurs, il va y avoir très peu de défauts, en tout cas dans ce pourquoi ces machines sont pensées qu'on peut leur attribuer. On peut leur trouver des défauts, mais là, ça sort de la catégorie dans laquelle elles sont. Et donc, j'ai trouvé 3 machines comme ça, vous voyez, je les ai cherchées un petit peu, dans lesquelles, eh bien, on va venir se placer en concurrence de la S1000RR, mais j'en ai pris 2 qui vont se mettre plutôt en face de la version sans le pack M, et une dernière pour venir se frotter à la version full config. D'accord? Vous me suivez? C'est bon? On y va. Donc, la première dont j'ai envie de parler, c'est une machine que j'affectionne de par son architecture notamment, c'est la Aprilia RSV4 Factory. Super mécane, bien évidemment une moto fantastique avec une agilité incroyable. Le châssis de cette machine fait partie bien des plus agiles de sa catégorie. Dans cette version aujourd'hui, elle délivre 217 chevaux du haut de son V4 qui a, vous le savez, pour moi, la plus belle sonorité qu'un moteur puisse avoir. Que ce soit une voiture, une moto, un avion, une tondeuse. Vous savez qu'il y a des tondeuses qui font des bruits assez cool, mais voilà. C'est une machine que j'adore. Elle a un look qui a été revisité pour cette nouvelle version. J'apprécie un peu moins que l'ancienne, mais bon, ça reste quand même très joli. Et avec du matériel de très haut de gamme, Brembo Stilema, fourche Olympus X30. Donc là, vous voyez, par rapport à BMW, où on est sur du Marzocchi, étrier Hayes, donc c'est pas du Brembo. On a tout de suite tendance à se dire, ah quand même, c'est du Brembo, c'est du Olympus. Je pense que sur la route, la différence ne se verra quasiment pas. Toujours est-il que c'est une moto qui a des défauts. Oui, déjà d'une part, le réseau Aprilia est quand même moins développé que le réseau BMW, ça il faut dire ce qui est. C'est une machine qui a moins de technologie quand même que la S1000RR et qui a une notion de finition qui est quand même un peu moins poussée. Elle fait moins futuriste, moins technologique. Et puis, ça chauffe l'engin, ça chauffe pas mal quand même une RSV4, en tout cas sensiblement plus que la S1000RR. C'est pas la pire dans la catégorie, mais ça fait quand même un peu mal. La consommation n'est pas des plus basses,
hein, ça consomme quand même un peu l'engin, mais ça reste quand même une moto fantastique, à mon sens un peu moins vivable au quotidien que celle-là. Si vous voulez vous en servir pour en majeure partie du circuit, ça ira très très bien et ce sera une excellente alternative. Ensuite, on va aller chercher nos amis du côté du pays du soleil levant, parce que les Japonais, ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'ils se sont bien réveillés sur les hypersports. Ils s'étaient fait un petit peu larguer dans les années 2010, mais là, il y a un constructeur, en tout cas, sur lequel j'ai envie de revenir, parce que, en fait, Suzuki et Yamaha, ils sont un peu aux abonnés absents, hein. La GSX R1000 et la R1, plus trop de nouvelles, hein, on est d'accord, et puis la ZX10R, c'est un petit peu plus classique à mon sens, et donc j'avais bien évidemment envie de vous parler de la Honda CBR 1000 RR RSP, le nom le plus long à prononcer sur une moto, je pense, je l'appellerai la Fireblade SP, comme ça au moins ce sera réglé. Et cette machine a sur bien des égards des caractéristiques qui sont tout à fait banales. Et oui, c'est un 4 cylindres en ligne des plus classiques, c'est-à-dire que même sur celle-ci qui est dotée du shift cam, la R1 qui a le crossplay, non, là c'est le 4 cylindres en ligne le plus classique que vous puissiez trouver, mais peut-être la quintessence du 4 cylindres en ligne classique. On touche 217 chevaux, donc c'est une des plus puissantes de la catégorie, avec la RSV4 à 14 500 tours minute. Le machin, ça doit hurler comme pas possible. Avec une moto qui est folle à regarder, elle est magnifique, et surtout quand vous êtes à côté de la version SP, le traitement des vernis est monstrueux. Franchement, rien que pour la couleur, je pourrais l'acheter cette moto, c'est incroyable. On a vraiment une machine ultra agile avec des équipements qui sont super premium. La fourche c'est du Öhlins, mais c'est du NPX, hein. C'est même pas une fourche NX30, c'est encore au-dessus. Smart EC 2.0, système semi-piloté, Brembo Stylema, Quick Shifter up and down de série, parce que c'était pas le cas sur les modèles des générations juste avant et ça me faisait un peu mal. Et c'est en fait finalement de toutes celles dont je vais vous parler la moto qui a représenté le plus grand pas en avant pour le constructeur qui l'a faite, puisque Honda est passé d'une Fireblade qui était littéralement oubliable, ou tout du moins absolument pas incroyable sur circuit par rapport à ses concurrentes de l'époque, à aujourd'hui peut-être même la maîtresse absolue sur piste, parce que cette moto là c'est une bombe atomique. Après je vais vous avouer quelque chose, c'est que c'est un calvaire cette moto. La position de conduite est peut-être la pire que j'ai eue. Les pires! Peut-être à ex-aequo avec celle que je vais citer juste après. C'est creux, mais c'est creux comme un œuf de Pâques! Mon Dieu, en dessous de 7000 tours minute, il se passe rien. Vous pouvez désactiver toutes les assistances, mettre le réglage de puissance au maximum. Vous vous jetez sur la poignée d'accélérateur. En dessous de 7000-8000 tours minute, il ne se passe rien. Donc, faut quand même apprécier, et je vous avoue que pour quelqu'un qui veut s'en servir un peu au quotidien, c'est une moto qui est pas drôle. C'est une moto qui est pas fun. Moi, je vous recommanderais pas l'achat de cette machine si vous n'allez pas vous en servir à minima 50% du temps sur circuit. Par contre, si vous la destinez à des track days, là, difficile de faire mieux que ça. Comme je vous avais dit, l'idée c'était de mettre en concurrence deux machines qui étaient l'équivalent d'une S1000 RR sans le pack M, puisqu'elles valent dans les 25-26 000 euros, soit le prix de celle-là sans cette option spécifique, et une dernière qui va venir se frotter plutôt à la version all inclusive. Et je parle, si vous connaissez un petit peu les prix des motos, bien évidemment de la Ducati Panigale V4S. Et oui, effectivement, elle est là. Alors... cet engin coûte 32 000 euros. Déjà de base, on va mettre de côté ce qui fâche. Voilà, on va mettre de côté ce qui fâche. 32 000 euros pour une moto qui, face à une S1000 RR pack carbone, et avec toutes les options bien sûr, hein, qui vaut donc 30 000, qui est donc un peu moins cher, n'a pas l'échappement Accra, hein, c'est un échappement d'origine, n'a pas les jantes en carbone, retire quand même 4 kg, et puis des jantes en carbone, autant vous dire que niveau agilité, ça bombarde, n'a pas toutes les pièces de carbone du pack carbone, n'a pas le pack billet machin truc, en termes de technologie, elle se fait vaporiser, et attention, hein, une Ducati Panigale V4S, c'est hyper technologique comme moto, hein. Mais désolé, cette machine la coiffe au poteau, même en termes de finition, je trouve la S1000 RR un cran au-dessus, donc voilà, 32 000 balles, pour ça, moi ça me fait quand même un peu mal. Ducati a l'habitude de se placer quand même de façon très premium sur leur moto, après voilà, faut quand même tempérer un peu les choses, ça reste l'engin roulant le plus beau de la création, c'est personnel, mais vous êtes chez moi, donc voilà, hein, c'est la plus belle chose qui soit sur roue, hein, même pas sur deux, mais juste sur roue. Le V4 est extraordinaire, il sort 215 chevaux. Alors, la sonorité, c'est pas ma préférée, je préfère celle d'Aprilia, mais quand même extrêmement chouette.
et quand vous êtes à bas régime, ça sonne comme un bicylindre, c'est extraordinaire. C'est une moto extrêmement sexy, sulfureuse, tout le monde se retourne quand vous passez avec ce genre d'engin. Ça reste quand même une moto totalement folle, très légère. Voilà, je vais pas vous le cacher, je vais être honnête avec vous, hein. Actuellement, celle-là et la Panigale sont dans le garage. Alors pas là maintenant parce qu'il faut que je tourne, mais j'ai les deux en ce moment à la maison pour pouvoir vous faire notamment un petit duel. C'est un nouveau format que je vous prépare, donc ça reste une machine qui est extraordinaire, mais par contre au quotidien c'est une purge. La position de conduite elle est horrible, la chauffe, même si le modèle 2023 est un peu moins pire à ce niveau-là, mais ça reste une machine avec laquelle il faut apprendre à vivre avec la chaleur. Une Panigale, ça n'arrête jamais de chauffer. Vous la sentez tout le temps chauffée. Donc voilà, il faut quand même s'accommoder de ça. Ça reste quand même un des engins les plus incroyables sur Terre en termes de sensations, de pilotage pur pour qui aime les sportives. Ça se joue entre les deux, mais voilà, moi personnellement, je pense que si je devais en choisir qu'une avec la peur de me dire je risque de me lasser des inconvénients, je partirais sur la S1000 RR, à vous de voir. Et bien voilà, cette vidéo est bientôt terminée, on arrive à la conclusion. J'ai adoré le moment que j'ai passé avec la S1000 RR. C'est une moto fantastique et je vais même vous dire un truc qui peut vous désarçonner, vous décontenancer un peu comme ça, hein. C'est ce qu'on fait un peu sur cette chaîne. Je trouve la S1000 RR sympathique. Je trouve que c'est une hyper sport qui m'inspire une sympathie. Alors que les autres machines de cette catégorie vous regardent un petit peu comme ça de haut avec les contraintes qu'elles vous font subir. C'est des machines qui sont rigides, qui chauffent, qui consomment. Et ben là, je trouve que BMW, malgré une radicalisation de l'ancienne version, puisque la S1000 RR deuxième génération était vraiment encore un cran au-dessus en termes de confort, et ben ils réussissent quand même à vous apporter ce compromis où vous vous dites, et ben ok, monte sur moi, je vais t'emmener faire un tour et tu vas voir, ça va pas du tout être une galère. Je vais te donner du régulateur, je vais te donner de la jauge à essence, des petits warnings, tous les éléments pour vraiment te mettre bien. Et ça, c'est incroyable parce que vraiment aujourd'hui, si je devais acheter une Hyper Sport en me disant je veux quelque chose que je peux utiliser comme une machine au quotidien, je prendrais une S1000 RR nouvelle génération sans hésiter. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, je l'ai dit au début de la vidéo, mais je le redis ici, un grand merci à BMW France pour leur amitié et la confiance qu'ils nous ont accordé de nous prêter cette machine pendant une semaine. J'espère vraiment que c'est le début d'une longue collaboration entre nous, hein. Il faut qu'ils apprécient la vidéo, j'espère que ce sera le cas. Et bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like sur la vidéo et à laisser vos commentaires, hein, savoir un petit peu ce que vous en pensez de cette machine. Abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important, je vous le répéterai jamais assez. Et maintenant, je fais quelque chose de nouveau que je faisais pas avant, je vais vous envoyer sur 3 vidéos. Je sais pas si je peux mettre 3 vidéos à la fin, mais bon, on va dire 3. D'une part, l'essai de la M1000 R. Si vous l'avez pas vu encore, bah, c'est l'occasion. Allez regarder cette vidéo qui est quand même plutôt chouette, c'est un petit peu la version roadster de la S1000 RR. L'essai de la Panigale V4S, il sortira dans une semaine, donc si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, ce sera pas encore dispo, mais je mettrai le lien dès que ce sera le cas. Et puis aussi, dans un petit peu plus longtemps, le duel entre la S1000 RR et la Panigale V4S, qui sera aussi la vidéo qui sortira juste après, et qui je pense ne peut être qu'intéressant une fois que vous aurez vu celle-là et cet essai. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos motos, ciao!